Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Fund Out, le podcast qui transmet des expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup, et depuis des années, j'accompagne les entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ses différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias? On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment? L'objectif de ce podcast? Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites? Alors, pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leonid Goncharov, fondateur d'Anticafé et de Work & Go. Bonjour Leonid. Salut Jérémy. Ravi de t'accueillir sur Let's Find Out. Comme tu le sais, c'est un podcast sur la levée de fonds. Du coup, je te propose de rentrer directement sur le sujet. Peux-tu nous refaire la chronologie de tes différentes levées de fonds et nous dire pourquoi tu as levé? Déjà ravi d'être là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec toi. C'est une très bonne raison de se croiser, de se donner des nouvelles, de sourire. Donc, merci beaucoup de l'invitation et de l'organisation de ce podcast. Avec grand plaisir. Ravi de te recevoir. Écoute, pour mes levées de fonds, il y avait quelques étapes importantes. Je vais en parler tout à l'heure. Mais globalement, j'ai levé quasiment tout le temps de l'Anticafé pendant 10 ans parce qu'on ouvrait des espaces. Donc, on a besoin chaque fois du financement. Il y avait du financement en dette, un financement en equity. Et je pense qu'en 10 ans, on a testé quasiment tout type de financement que ça soit possible. Waouh! Donc là, on va avoir un retour d'expérience. Quelle intro! Un retour d'expérience exceptionnel. On va tout savoir sur toutes les levées de fonds. J'espère bien. Je ferai mon mieux. Donc, je pense qu'on peut le structurer dans mon cas en 3 principales étapes qui ont suivi le développement de la société. Donc, première étape, ça a été ouvrir le premier site. Avril 2013, centre-ville de Paris, rue Quincampoix. On ouvre le premier Anticafé. Pour cela, j'avais besoin d'une petite centaine de milliers d'euros. Je lui finançais, j'avais un tout petit peu de côté de ma startup précédente, un peu, bien sûr, de Love Money. J'ai réussi, sans parler trop français, sans être français, j'ai vraiment la chance d'avoir un petit prêt bancaire. Et aussi un prêt d'honneur. Et ce qui était assez drôle, on l'a reçu normalement pour le premier site, mais on ouvrait déjà le deuxième. Ah ouais, ok, génial. Alors juste un élément de contexte. Tu es ukrainien, tu étais arrivé depuis combien de temps en France à l'époque? Depuis 3 ans, mais ça a été pour mes études. J'ai été reparti entre-temps, donc je suis arrivé en 2010. On a ouvert le premier site en 2013. Ouais, juste après, tu as étudié à l'ESCP. Exactement, c'est bien ça. Et l'Anticafé? Excuse-moi, je tiens à préciser que j'ai étudié en anglais. J'ai essayé de faire le business en anglais en France, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, c'est compliqué. Peut-être un peu plus simple aujourd'hui, mais malgré tout, quand on a un business de café coworking beaucoup plus simple. D'ailleurs, café coworking, c'est quoi Anticafé avant de continuer sur les levées de fonds, de façon à ce que les gens sachent vraiment de quoi on parle? Avec grand plaisir, parce que c'est quand même la boîte que j'aime bien. Ah ouais. Donc, café coworking, c'est vraiment un mix entre le café et, bizarrement, le coworking, avec l'idée de créer un espace, une ambiance, un endroit où on se sent comme chez soi. On peut y rentrer, on y retrouve les services dans le café, mais qui est adapté au travail comme le coworking l'est. Et donc, ça a fini être un espace ultra flexible. Je pense une bonne partie d'entrepreneurs parisiens, même français, sont venus pour monter leur boîte, pour commencer leur start-up, aussi bien que les freelanceurs, les étudiants, et un peu plus tard d'ailleurs aussi les télétravailleurs qui venaient créer quelque chose. Ouais, je confirme. Nous, on a vécu tout le début de notre aventure entrepreneuriale à Anticafé. Du coup, première levée pour ouvrir ce premier lieu, rue Quincampoix. Donc une levée de 100 000 euros, c'est ça que tu me disais? Globalement, un financement de 100 000 euros, mais il n'y avait pas de levée sauf Love Money. Mais Love Money, j'aurais pas pour l'instant appelé une levée. Et je pense qu'il est important de préciser aussi la stratégie de bootstrapping. On va en parler. J'aimerais bien, j'espère, en parler un peu plus tard. Mais pour ouvrir un café, un coworking à Paris, normalement, tu as besoin des centaines de milliers d'euros, même tous les prochains anti-cafés nous ont coûté au moins quelques centaines, voire jusqu'à 1 million.
Donc 100 000, ce n'était quasiment rien, mais c'était notre MVP. Ok. Donc j'étais obligé de passer par beaucoup de bootstrapping et j'ai eu la chance d'avoir vraiment beaucoup d'amis, de proches qui m'ont aidé à se faire. Mhm. Donc, première levée 2013, tu ouvres ce premier lieu, c'est ton lieu MVP. Et après, quelle a été la suite de l'equity story, enfin l'histoire des levées d'Anticafé, avant de rentrer dans le détail de ce que tu as fait, quoi. Je pense, on peut parler un tout petit peu encore de ce premier étape. Comme je dis, je levais des fonds quasiment tout le temps. Donc 9 mois plus tard, on ouvre le deuxième site. Et là, j'ai besoin d'un petit financement. On l'ouvre, enfin, en 6 mois, fin 2013, début 2014, on a ouvert 3 sites. Ok. Deux à Paris et un en Italie. Donc, bien évidemment, je n'avais pas encore généré suffisamment de fonds pour ce faire, mais je n'ai pas fait non plus d'une levée de fonds classique, on peut s'entendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé chaque fois des petites sociétés, des filiales pour opérer chaque espace, et je faisais des petites levées de fonds, mais quand je dis petites, c'est vraiment 30, 50 000 euros. Quelquefois, j'ai fait des JV pour financer un peu moins, et chaque fois, je trouvais des prêts bancaires. Donc des prêts bancaires essentiellement. Ça rentre pour moi encore dans la première phase parce que ce n'était pas une levée de fonds structurée, mais ça faisait que presque chaque 3 mois, je levais une petite cinquantaine, centaine de milliers d'euros entre un petit equity et un tout petit peu de financement bancaire. Ok. Et ensuite, donc comme ça, on attend 4 espaces, différents formats, en 2 petits, en grand, en un étranger. Et on s'arrête pendant 1 an pour observer. Qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne, quels sont les services qui fonctionnent. On adapte un peu, on lance le B2B, on lance la restauration. Donc, on continue à chercher notre modèle, globalement, market fit. Là, je pense, arrivé 2015, on commence à sentir qu'on a un modèle qui semble de fonctionner, que ce n'était pas que la chance de le requin pas que ça a fonctionné, mais on arrive à le répéter dans d'autres espaces. Et on se dit, OK, on va... Il y a un besoin, il y a un time to market. Et surtout, il y a la possibilité de scaler. Et là, je fais une première, ce que j'aurais appelé levée de fonds. Une vraie levée de fonds. Elle reste petite, donc ça a été de l'ordre de 300-350 000 euros. Et je l'ai faite dans des investisseurs, des petits, comme je dis, qui ont mis quelques dizaines de milliers d'euros, dans les 2e à 4e Anticafé. OK. Il se trouve, j'apprends... Donc, c'est ceux qui avaient déjà investi dans tes premiers Anticafés qui ont remis au pot pour cette première vraie levée en pré-seed. À l'époque, ça a été en site quand même. À l'époque, okay. En 2015, 300, 350, oui, c'était déjà un site. Oui, on est d'accord. Exactement. Il s'est trouvé, donc comme ça j'ai découvert le premier type d'investisseurs, qu'ils avaient derrière eux en sorte de family office. Okay. La boîte avec laquelle j'ai travaillé, derrière, faisait partie d'une plus grande famille. Okay. Et donc comme ça, je découvre le premier type d'investisseur, family office. Et ce qui est très cool, ils sont devenus depuis, j'aurais dit, mes associés. Je ne les ai jamais sentis comme des investisseurs purs financiers, mais ce sont quasi des amis. Je connais leurs anniversaires. On a même fêté une fois Noël ensemble. J'étais seul à Paris, ils m'ont invité chez eux. Je connais leur maison de vacances. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ces associés à mes côtés. Des gens qui t'ont accompagné. Exactement, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé plusieurs fois pendant les 10 ans qu'on se connaît depuis. Et en plus, il y avait une deuxième personne qui a participé. Je trouve ça assez drôle et c'est presque une certification de confiance. C'était notre, attention, expert comptable. Ah ouais. Qui a investi avec sa famille. Il a dû demander une dérogation pour pouvoir se faire. Il l'a obtenu, tellement il avait confiance dans le modèle. Exactement. Et ça a été très, très touchant pour moi. Et pareil, ça reste un ami et quelqu'un qui nous a très, très, très bien accompagnés pendant des années. Ouais, il vous a fait confiance dès le début. Et puis, pour le coup, là, les chiffres, lui, il les connaissait. Il les connaissait un tout petit peu, oui. Presque mieux que toi. Exact. OK, donc... Ce family office, votre expert comptable, vous faites cette première levée de seed autour de 350 000 euros. On est donc en 2014-2015 ? C'est quelque chose comme ça, fin 2014, début 2015. Et du coup, c'est quoi la suite de l'histoire de ces levées de fonds On l'utilise encore pour quelques ouvertures, on continue le développement. Et à un moment donné, donc, dans la logique du développement, parce que la levée de fonds, ce n'est pas l'objectif, c'est le moyen. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est plus intéressant de le lier avec ce qui se passait dans le business. Bien sûr. C'est une façon d'atteindre ses objectifs. Absolument. Je rencontre un client, un tout petit peu moins sympa que toi, mais quand même, qui me dit que pour votre développement, est-ce que tu as considéré la franchise ? Je lui dis non, jamais. Pourquoi faire ? Je ne suis pas un McDo. Il arrive à me convaincre que c'est un bon moyen d'aller dans les villes où je ne serais pas capable d'aller seul, de préserver un peu de capital.
et d'aller plus vite. Je me dis, ouais, c'est pas mal, ça m'intéresse, donc je commence à creuser. En fine, on prend la décision de la lancer. Et donc ça lance ma deuxième levée de fonds, que je pense on peut appeler un petit A, surtout de l'époque. Ça a chiffré à peu près de, si je ne me trompe pas, 1,3 million, parce qu'il y avait un fonds d'investissement en VC qui a mis en 1,1 million. Ok. Et il y avait des BA qui ont rejoint à peu près pour 200 000 euros. Ok. Certains qui ont réinvesti. Entre-temps, je faisais parfois des petits bridges et des financements d'aide pour les ouvertures. Mais globalement, ça, c'était le deuxième qui a été assez structurel. Ok. Est-ce que tu as eu des aides de la BPI, des aides d'État pour venir compléter? Un BPI, un peu plus tard, j'ai eu 2 prêts innovation. Mais si je ne me trompe pas, c'est venu justement avec l'investissement de ce VC qui s'appelle Extendem. Je ne pense pas en avoir eu avant. Comme je te dis, Ok. je pense que j'ai eu tout. J'ai eu des aides d'État aussi, mais dans le cas de Covid, on y arrive. Donc là, vous levez sur ce modèle de franchise. On le lève pour l'objectif de construire ce modèle et Ok. pour qu'on développe le réseau. Ok, génial. Le modèle de franchise, vous l'avez développé essentiellement à la fin, juste, on avance un tout petit peu, en région, n'est-ce pas, hein, c'est ça Uniquement en région. Uniquement en on s'est dit qu'on garde Paris pour nous-mêmes. Donc, Mhm. Paris, on développe uniquement en succursale. Il se trouve qu'on était en Italie, ça c'est un JV. Mhm. Et les régions françaises sont développées en franchise. C'est quoi exactement un JV pour nos Joint auditeurs? venture. Joint Joint venture, c'est un partenariat, une société que tu lances à 2. Mhm. Ça peut être aussi à 3 avec un partenaire local. Ok. Donc, on arrive. Donc, là, on est sur quelle date pour cette petite série A, enfin cette série A de l'époque Me semble-t-il 2015-2016. 2015-2016, l'aventure dans le café continue. Ça fait 3 ans que vous êtes maintenant un des grands acteurs du coworking, du café coworking. On était en France. parmi les premiers coworking de la France. Oui, bien et sûr. on était le premier, le plus grand. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Réseau de café coworking, même de l'Europe, même si on reste surtout français. Mais en réalité, c'est le plus grand de l'Europe. Et donc, vous continuez votre développement, vous développez ce système de franchise en région, qui était bien pratique. Hein. Moi, c'est vrai que quand je me déplaçais à Bordeaux, je savais où aller travailler. Et vous continuez à lever pour continuer cette croissance? Donc, on atteint 14 espaces. On est dans 6 villes, Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Rome. On est une équipe de à peu près 80 personnes. On atteint 1000 clients par jour dans notre réseau. Et on observe le développement de B2B. Ouais. Et ça devient de plus en plus aussi le modèle lié à l'immobilier. Ouais. Et on se pose les questions sur le prochain stade de développement. On voit qu'on a l'intérêt d'aller vers les plus grands espaces juste pour les raisons économiques, parce qu'on continue à affiner le modèle économique. Et on a besoin d'une nouvelle levée de fonds pour justement financer ces ouvertures plus grandes qu'on avait prévues avant et faire un peu plus de succursales que j'avais prévu initialement parce qu'on a eu la profondeur plus grande du marché parisien, au fait de la région Île-de-France. Donc on cherche une nouvelle levée de fonds. Là, j'ai discuté, mais mes investisseurs anciens n'étaient pas capables de suivre sur le montant plus important. Le VC, il avait clôturé ce fonds par lequel il a investi, donc il ne pouvait plus mélanger les véhicules. Les autres family office, il était toujours suiveur, mais pour le montant, pour plutôt préserver sa marge, et les BA pareil. Fait sa marge, sa détention. Donc là, on discute avec 2 types d'acteurs, en notre VC et en industriel, en corporate, qui est Nexity. On finit par signer avec Nexity et comme ça, on découvre le 3e, voire le 4e type d'investisseur chez nous en corporate. CVC, Corporate VC. Non, même pas. Ils sont rentrés vraiment en capital direct en VC. Pardon, en corporate. Directement, pas en Exactement, CVC. parce que ouais. l'objectif était directement de faire du business ensemble. Et on a tout de suite prévu une stratégie de rachat de la boîte entièrement par eux. Elle était liée et conditionnée à certains indicateurs de performance avec le Covid qu'on n'a pas pu atteindre. Donc, on a dû réécrire, un peu modifier l'histoire derrière. Mais ils sont rentrés directement avec l'objectif de devenir majoritaire, faire à 100% racheter la boîte. Et on a écrit toute l'histoire en 2019. Ça nous a pris 12 mois pour négocier. On a commencé en 2018, on a closé en 2019. Avec le financement de 1,5 de leur part, avec des BA Paris qui ont rejoint, avec un venture loan de la part de Race, le fonds d'investissement Race. Je pense avoir rien oublié en ce moment. Donc là, on a pas mal de moyens. J'ai un peu grandi l'équipe, on a l'expérience, on attaque bien le développement jusqu'à que le Covid arrive. Voilà, et là, le Covid est arrivé et tout a été bouleversé, chamboulé. Je passe les détails, mais pour finir l'histoire capitalistique, donc sortie de Covid, on sort un peu affaibli parce qu'au lieu d'investir dans le développement, on a brûlé le cash pour survivre, pour maintenir l'activité, pour maintenir les liens avec les clients. Et on
se dit qu'il faut renforcer la boîte, donner plus de moyens pour pouvoir saisir l'opportunité de nouveaux modes de travail. La meilleure manière, qui se présente à nous, c'est une fusion avec une autre boîte qui s'appelle Zaltabar. Donc, on le fait à 50-50. On crée une nouvelle société holding Afterplace. On refinance celle-ci avec la participation de Nexity, avec la participation des actionnaires de l'autre, avec quelques BA de ma part, qui fait que là, on passe maintenant en merger and acquisitions. Donc, réellement, littéralement, la fin de l'histoire capitalistique equity. Okay. Donc, comme ça, pour résumer, avec Anticafé, on a eu des BA, des prêts bancaires, des VC, corporate, family fund, venture loan, des prêts d'honneur, financement de l'État avec BPI et même de l'aide de l'État pendant le Covid. Ok, là, t'es bon pour aller faire un cours à l'ESCP, là. On y est. Je pense que oui. Ouais, on a une blague avec mon avocat, c'est qu'on a testé tout ce qui était possible et j'ai réussi à le surprendre il y a quelques mois. Non, j'ai trouvé un truc qu'on n'avait pas testé. Ok. Du coup, que tu as peut-être testé sur ta nouvelle boîte, Work and Go, pour lequel tu viens de finir de lever. Hein. Tu ne l'as pas encore annoncé. Tu l'annonces presque au micro de ce podcast. On peut dire d'ailleurs, parce que oui, je ne l'ai pas annoncé à part de du coup, nos investisseurs. Personne ne le sait. J'ai lancé une nouvelle boîte toujours dans le coworking avec mon ancien CEO de l'Anticafé qui est devenu mon associé, donc je suis très content. Et en effet, on vient de signer, en train de closer une toute petite levée de fonds de 100 000 en seed, pre-seed, pour une nouvelle boîte de coworking dans les petites et moyennes villes, Work and Go. Et là, on a testé quelque chose encore nouveau. C'est pas exactement dans le financement, mais c'est toujours dans le capitalistique. Et c'est lié d'ailleurs à ESCP. J'ai fait pour une première fois, je pense de l'histoire de ESCP aussi, une donation en action à la fondation de ESCP pour qu'une fois on fait l'exit, parce qu'automatiquement ça devient une donation du coup financière à la fondation. Et c'est ça, c'était ça l'élément juridique avec lequel j'ai réussi à surprendre mon avocat Eric, que tiens, il a encore quelque chose qu'il n'avait pas testé. J'adore. Ton avocat qui en kiffe, tu lui fais vraiment, tu le fais découvrir plein de nouvelles méthodes et techniques. À la fois, il me déteste pour cela. Normal. Et en même temps, il va devenir encore plus expert et pouvoir proposer à ses clients de nouvelles méthodes de financement. Même s'il l'était sans moi. C'est évident. Tu l'aurais pas choisi sinon, j'imagine. Donc, on voit que tu es quelqu'un de très organisé. Hein, tu viens de nous faire une explication très, très claire des différentes levées de fonds. Comment tu organises tes roadshows ? Comment je les organise ? Donc, d'abord, j'aurais pas, je pense, de surprise ici, mais globalement, je calcule qu'est-ce qu'il me faut, quel type de partenaire il me faut, qu'est-ce que je veux faire, et après, je commence à les chercher. Je pense que chacun fonctionne de sa manière. Moi, je fonctionne beaucoup par réseau et j'ai toujours la chance d'être bien entouré par les gens qui sont super bienveillants et je considère toujours avoir la chance. Donc, dans mon cas, je vais surtout parler aux gens autour de moi, disant que j'ai un tel besoin, c'est ça ce que je cherche. Quand vous pensez, on peut le faire, qui pourrait être intéressé, utile. Et chaque fois, ça me fonctionnait pour moi. Okay. 2 fois, j'ai été accompagné par un leveur de fonds, s'appelle Sébastien Matikowski, qui m'a très bien aidé. Et à quel stage ? Justement, quand on avait Extendem, donc le VC qui est rentré, et avec Nexity. Mais si je ne me trompe pas, les 2 contacts, en fait, venaient de ma part. Il m'a accompagné plus dans la technique, dans les négociations, dans la documentation, dans le BP, plus que dans les contacts. Par contre, chaque fois, il m'a amené les plans B et les plans C, et les ayant entre mes mains, ça m'a permis de mieux négocier le plan A. Donc, pour résumer, pour moi, le roadshow, c'était savoir qu'est-ce que je veux faire, parler autour de moi, et moi, je suis convaincu qu'il vaut mieux parler qu'avoir des secrets, les gens ont tendance d'aider. Récolter du coup les retours et après se faire accompagner par les spécialistes, avocats, leveurs ou d'autres experts que l'on peut avoir besoin, dont certains qui peuvent vous coacher pour bien pitcher. Je ne vois pas de qui tu parles. Aucune idée. Qui m'ont bien aidé. Certains, Jérémy. Et ensuite, j'espère du coup closer. En général, tu partais en levée à quel moment ? Tu vois ? Est-ce qu'il te restait du cash ? Est-ce qu'il t'en restait plus du tout ? Et tes levées, elles prenaient combien de temps ? Beaucoup plus que j'aurais pensé chaque fois, mais vraiment, on dit que... Je pensais que c'était une question de quelques mois. On dit que c'est minimum 6 en France, ce qui est plutôt la vérité. Ça peut facilement aller jusqu'à 12. Donc, ça me prenait entre 6 et 12. Je partais pour chacune des levées, pour toi ? Surtout pour la deuxième et troisième, c'est sûr que la première était un peu plus simple, était plus petite.
Et je ne parle pas des financements des anti-cafés, des ouvertures, les petites que je faisais entre-temps. Ça, c'était plus opérationnel avec des trucs plus simples, des matrix beaucoup plus simples. Et je partais en manque quand j'avais encore du financement, du cash, parce que je savais que ça prendrait du temps. Mais chaque fois, ça en prenait plus que je l'avais envisagé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avoir genre 2 semaines de run. Wow. Et avoir 2 semaines à run en août, où tu n'as pas trop de ficelles à tirer, et en plus, où notre activité était basse, quelquefois, c'était chaud. Mais chaque fois, ça a passé et encore une fois, je me considère bien chanceux. Et comment ça a passé? J'ai dû faire aussi quelquefois des breaches. Ouais. Donc, j'ai des bons gens autour de moi qui m'ont aidé avec les petits montants ou centaines de 200 000 euros. Et comment ça se passait que les étoiles s'alignaient, enfin, on signait quand ça a été nécessaire. Mais parfois, ça faisait peur. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. On est souvent au bord du gouffre quand on est entrepreneur. Ah, clairement. Beaucoup plus souvent qu'on aurait pu le penser. Ouais, c'est une ligne de crête. Hein. Ouais. Quels sont les éléments les éléments clés que tu as mis en avant pour convaincre ces investisseurs à chaque fois lors des différentes levées? Et c'est quoi les métriques essentiels, importants qu'il faut avoir et que tu as eu et qui t'ont permis de les réussir? Je commençais limite par la deuxième. Elle est un peu plus universelle. À mon avis, les métriques principales, c'est le Business Unit Economics. Ok, c'est quoi ça? Ah oui, une bonne question. C'est, disons, l'économie de ta vente. Ça dépend de ton business. Dans mon cas, c'était l'économie à la fois dans Anti-Café, combien un chiffre d'affaires il fait, quelle marge, globalement, quels sont les ratios de loyer, masse salariale, COGS, Cost of Goods Sold, et du coup, quel EBITDA elle dégage. J'étais en réseau, du coup, mais il me fallait m'assurer que chaque anti-café que j'ouvre, il est positif, contributif, et comme ça me permettait de dire qu'à 10, à 15, à 20, à 30 anti-cafés, tel sera approximativement le business model de l'ensemble du groupe. Parce qu'on avait aussi, au-dessus de ça, des overheads qu'il fallait compenser justement par le revenu d'en bas. Après, tous les coûts transverses, quoi. Ouais. Absolument. Après, bien évidemment, ça passe par globalement ton chiffre d'affaires, tes coûts et ton EBITDA. Bien évidemment, ça intéresse, mais j'aurais dit que Unit Economics, c'est les métriques les plus importantes. Si tu vas en ligne, ton Unit Economics, ça sera globalement ta marge sur une unité que tu vends. Combien tu l'achètes, combien coûte la livraison, combien coûte le marketing, qu'est-ce qu'il te reste ou pas à la fin. Quels sont les éléments que j'ai mis en avant? Donc, il y en a 2 et j'ai dû un peu jouer avec les 2 en fonction du type d'investisseur. À la fois, ça a été l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? À quoi ça sert? Quels sont les clients? Quelle est l'attraction? Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça donne? Et limite, faire un peu rêver. Et deuxième, c'est très terre à terre, c'est la partie financière. Encore enfin, bien sûr, Unit Economics, business plan, cash flow, etc. Les 2 sont importants, mais en fonction du type de l'investisseur, l'importance peut changer. Et donc, j'ai essayé d'adapter mon discours et les mises en avant des éléments en fonction de cela. Et comment tu savais ça? Est-ce que tu faisais ta due deal des invests en amont? Est-ce que ça dépend des différents stages auxquels tu as levé? Non, ça dépend plutôt de la personne en face, pas des stages. Et tu le sens. Qu'est-ce que... à quoi la personne s'accroche. Ouais. En réalité, BA vont quand même s'intéresser un peu plus à l'histoire. Ils le font de règle générale, c'est pas toujours le cas, mais ils le font parce que c'est une partie entrepreneuriale. Ils l'adorent, ils le kiffent, ils veulent gagner de l'argent, mais ils veulent surtout participer dans l'histoire. Les VC, c'est clairement le contraire. Ils ont leur thèse, il faut y rentrer, mais ils font parce qu'ils ont leur ROI à atteindre. Le corporate, c'est un peu au milieu parce que ça doit rentrer financièrement dans leur ratio, mais aussi bien ça doit rentrer dans leur histoire de la société, de corporate, et a priori avoir des synergies. Family office, ça dépend quel type il est parce qu'il peut être sur l'ensemble du spectre. Et les banquiers, ils se fichent par contre de ton histoire. Ce qui les intéresse, c'est que les banques. Pas donc que les chiffres. Ouais, c'est normal. C'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés? Cash burn. Du coup, le run de 2 semaines, c'est un très bon défi. Énorme défi. Ouais. J'imagine qu'on est un peu stressé à ce moment-là. Non, pas du tout. Easy. Le défi principal, c'est le temps, mais pas le temps dans le sens de temps que ça prend, même si c'est important, mais c'est le temps dans tes 24 heures. Que le lever de fonds, ça prend énormément d'énergie, de focus, de temps de toi, mais aussi du coup de ton équipe, et gérer cela en même temps que gérer ton business, ton quotidien, ton équipe et les enmerdes qui arrivent. Et en plus, souvent, tu es en période où le cash devient court et du coup, tu as encore plus à gérer. Et je pense que c'est le principal défi. C'est le principal défi. Et comment tu as géré ces relations avec ton équipe, avec tes amis, avec ta famille pendant cette période? Avec l'équipe, c'est assez simple. J'ai été toujours
transparent et pour moi, c'était toujours une vraie équipe. Donc, pas les prestataires, pas les gens qui me suivaient, mais les gens avec qui je travaillais. C'était pour moi toujours important de travailler ensemble et pas vous travailler pour moi. Bien évidemment, il y avait l'équipe un peu plus proche, disons le CODIR, qui était au courant presque virgule près, presque le jour même de ce qui se passait, et l'équipe plus large, qui était au courant plus des éléments stratégiques qu'on est en train de lever, quel est l'objectif, une fois qu'on l'a levé, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais avec l'équipe, c'était toujours une équipe. Avec les amis, la famille, ça ne changeait pas grand-chose sauf le temps disponible. Mais comme entrepreneur, tu as toujours tout sauf le temps. Ouais, ils avaient l'habitude que tu n'aies pas le temps. Ouais, et moi, quand même c'était important, et ce l'est toujours, d'en trouver, mais ça ne changeait pas. Que tu n'en avais pas beaucoup. Exactement. Avec ton équipe, tu l'as organisé d'une façon particulière lors des temps de levée. Tu as revu un peu les responsabilités. Tu as empowered certaines personnes en particulier. Comment tu as structuré ta boîte à ce moment-là? Et non, mais pas pour... Je les ai empowered. Je leur ai donné beaucoup de responsabilités, mais non, ce n'était pas pour les lever. Ça a été juste et seul ma style de travail. J'ai l'habitude de structurer mes boîtes en fonction principale, de mettre en lead sur chaque fonction, de leur donner un maximum de responsabilités et mettre presque en retrait, en support. Mon travail était de soutenir mes membres d'équipe quand ils en avaient besoin. Donc, ça ne changeait pas pendant les levées. Et plus que ça, ils prenaient encore plus de responsabilités parce qu'ils savaient que j'en avais besoin. J'avais besoin d'eux et ils le faisaient toujours. Mais encore une fois, c'était notre culture de travail. Tu dirais que pendant les 6 à 12 mois où tu levais, la levée de fonds te prenait combien de temps? 40, 50, 60% de ton temps, 100% de ton temps? En termes de temps, peut-être 40-50. En termes de prise de tête, facile, j'estime bien devant mes 2 tiers 80. Ouais, 150%. Ouais, quasiment, ouais. Je pense aussi à un élément important, tu as posé la question sur le stress. Ouais, j'allais y revenir. Et c'est une question importante pour les entrepreneurs de manière générale. On en a toujours. En réalité, c'est presque la stress de la vie. C'est le quotidien. Je fais un petit pas en arrière, mais là, je suis ukrainien, comme tu as dit, donc je suis en train de vivre depuis 1 an et demi la guerre. Gérer une association ensemble l'Ukraine, gérer la transition de l'anti-café, lancer une nouvelle boîte. Il y a toujours des choses qui vont et qui vont un peu moins bien. Et juste dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est particulièrement prononcé. La Covid était aussi une période particulièrement chiante. Et j'ai dû apprendre à un moment donné, et j'en suis assez content, de séparer les emmerdes, si je peux le dire, les complexités, toutes les difficultés de mon bien-être personnel. C'est une sorte de lâcher-prise, quoi. Pas lâcher-prise dans le sens que se passe quoi que se passe, mais plutôt accepter les emmerdes sont là. Je fais ce que je peux faire, je ne peux tout contrôler, et dans tous les cas, je me permets d'être heureux, je me permets de trouver du temps pour le sport, pour la famille, et je maintiens mon bien-être personnel. Parce que si ce n'est pas le cas, tu te trouves en burn-out très rapidement. J'avais un moment pendant la Covid, je pense, où soit je partais en burn-out et du coup, j'étais incapable de faire quoi qu'il soit, soit je me disais, écoute, c'est comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouvrir. Je ne sais pas si on aura suffisamment de cash. Pour une fois, je devais accepter que potentiellement, aucun de mes plans A, B, C, D, E ne fonctionnerait pas, que je n'ai pas de plan Z, qu'il est possible qu'on ne s'en sorte pas parce qu'on ne contrôle pas le Covid. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et c'est proche d'ailleurs pendant la levée de fonds. Tu as plein d'éléments que tu ne contrôles pas et tu as une immense pression. Donc j'ai dû accepter. Il est possible que I'm gonna fail it. Quand j'ai accepté que c'est possible, c'est pas la fin du monde, que je fais tout mon possible, je fais I do my best, mais malgré tout, c'est possible, je l'ai partagé avec l'équipe, j'avais l'impression qu'une montagne tombait des épaules, et j'étais en meilleure position, meilleure posture pour faire ce que j'avais à faire, sans être cassé par le stress. Et depuis, je pense que je lui ai appris encore plus de me sentir en équilibre, de me sentir, j'aurais dit même bien, malgré plein d'emmerdes qui peuvent arriver. Bien sûr. Ben, après, dans ton cas, c'est sûr que la guerre, ça vient relativiser absolument beaucoup de choses. Oui, quand tu te réveilles, ça m'a marqué le 24 février par ma copine qui me dit « ta ville est en train d'être bombardée », c'est quelque chose qui marque. Ouais, tu es d'Odessa à l'origine. Exact. Du coup, si on doit retenir une chose que tu as mis en place pour gérer ton stress, est-ce qu'il y a un truc particulier que tu as mis en place qui a permis de passer de l'autre côté et beaucoup mieux gérer ces phases de stress? C'est une partie de la routine que j'ai. C'est une méditation que je pratique, je pense, depuis une petite dizaine d'années.
majorité des jours, pas tous les jours, mais une bonne partie. Et ça aide. Ça te met dans un état plus calme, plus relatif aussi, comme tu as dit. Et ça fait une partie de mon parcours spirituel que j'ai attaqué il y a quelques années. Et j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses, d'éléments complètement nouveaux pour moi, qui aident dans la vie quotidienne, qui aident dans toutes les petites batailles qu'on peut avoir dans la vie entrepreneuriale. Ok. Question qui n'a rien à voir, mais que j'adore poser. Comment tu t'habillais pour aller lever de fonds avant, sur Anti-Café, sur les premières levées jusqu'aux dernières, et aujourd'hui? Je pense que potentiellement, tu ne t'habilles pas de la même façon. Comment tu t'habillais? C'est absolument vrai, je ne m'habille pas de la même manière, mais je ne m'habille pas particulièrement pour les levées de fonds. Je m'habillais juste avec un peu plus d'attention. Quand je levais, j'ai jamais mis une cravate. On est d'accord. Mais du coup, ce qui est assez drôle, avant, et tu as bien raison, j'avais un style un peu plus formel, un peu plus souvent une veste, un peu plus souvent une chemise. Et là, j'ai une tendance d'être beaucoup plus souvent en basket, t-shirt. Mais je ne change pas pour le lever de fonds. Je suis comme je le suis. Dans tous les cas, je sais, je vais aller voir ces investisseurs pendant des années ensuite. Donc, je suis tel que je suis. Tu vas pas leur faire croire que tu mets une veste tous les jours, alors qu'en vrai, pas du tout. Exactement. Donc, j'ai été comme j'ai été, juste avec un peu plus d'attention. Mais le style et du coup l'état d'esprit a pas mal changé entre-temps. Ouais, c'est marrant, effectivement. Après, j'ai eu ce retour d'un autre entrepreneur qui est Dorian sur le précédent podcast qui nous disait « Moi, je m'habillais un peu plus parce qu'en fait, j'étais jeune. Et donc, ça me donnait un peu de consistance d'une certaine façon. Et effectivement, quand on est plus jeune, on était tous habillés un peu plus, souvent avec des vestes et des chemises. Et puis maintenant, on s'habille beaucoup plus relax, sauf qu'on est plus âgé, on a fait plus de choses et c'est plus simple à assumer d'une certaine façon. Oui, je pense que tu as raison là-dessus, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers, des négociations que tu as pu avoir avec les différents investisseurs? Est-ce qu'il y a eu des moments marquants? Des souvenirs de négociation, oui, bien sûr, parce que chaque fois, ça prend petit 6 mois. Tu as le temps de les connaître. Oui, exactement. Et en plus, tu n'as pas une seule négociation encore, tu en as plusieurs, parce que, encore une fois, tu travailles plan A, plan B, plan C, tu fais croire que tu as encore plan D, plan E, et que tout le monde te veut, en réalité, tu as à peine plan A. Il y avait un moment marrant à la fin du closing avec Nexity, donc c'était été 2019 avec du coup l'avocat dont je parlais, Eric, qui est devenu mon cher ami. On est dans la salle de négociation, on a 4, donc nous 2 et 2 personnes responsables de la part de Nexity, chez eux, à la fin, en train de négocier les dernières virgules. Bien évidemment, il y a quelques points que chacun veut faire encore bouger. Il en a un 2 éléments importants pour nous, il en a un 2 importants pour eux. Et non, ça, il faut changer, soit c'est un deal break. On dit, pour nous, c'est important aussi. On dit, OK, Eric me dit, allez, sortons, réfléchissons-en. On sort, on va fumer, je ne fume pas, donc c'est lui, en réalité je l'accompagne, on sort sur le balcon, personne ne voit, personne ne nous entend, on se regarde, on se dit, écoute, on sait tous les deux qu'on va l'accepter. Bah oui, bien sûr. C'est juste qu'il fallait faire un peu le jeu, c'était dur. Ouais. Mais en contrepartie, on a fait accepter quelque chose qui nous a été important, et en fine, et j'en suis convaincu, on a trouvé des conditions équilibrées pour les deux. Tu te rappelles ce que tu as accepté et ce que tu as gagné? Non? Absolument pas. Je me souviens beaucoup plus de ce moment où on commençait à regarder et on savait tous les deux ce qu'on faisait quand on jouait le jeu. J'adore. J'ai peur que le pire, que les deux autres savaient aussi qu'on jouait le jeu. Ouais, sûrement, mais c'est ça qui est drôle dans ces situations-là. Et en même temps, vous y avez besoin de faire tomber la pression d'une certaine façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout, il nous a été important de faire en sorte à la fois que ce soit équilibré, win-win entre les deux, mais aussi bien que les autres les perçoivent de cette manière, que ce soit et sur le fond et sur la forme. Et du coup, ça nous a permis de créer cette sensation et le fond de win-win. Ouais, c'est essentiel dans la suite de la relation que tu vas avoir avec tes investisseurs. Absolument. Pas qu'avec les investisseurs d'ailleurs. Et c'est la stratégie que j'ai d'ailleurs appliquée plusieurs fois, ça peut être utile. Je savais, il y a toujours des éléments à négocier, je les noter ce qui m'était important. J'essaie de comprendre ce qui était important pour être parti. Je savais quels étaient les no-go pour eux. Ok, ça, ce travail-là, tu le faisais en amont? Bien sûr, avec mon avocat, toujours on réfléchissait et on essayait de comprendre l'autre partie. Et dans nos retours, on faisait toujours un peu plus de retours que ça a été nécessaire pour pouvoir lâcher. On disait les points qui paraissaient importants pour nous. On disait que pour nous, c'était presque un no-go hyper important. Même si on savait que pour nous, c'était juste important, qu'on va pouvoir le lâcher pour pouvoir trader après. Pour qu'on lui dise, c'est un no-go pour nous, on dit, c'est un no-go pour nous, OK, on trade les deux. Donc, je gardais toujours ça dans la poche, quelques éléments comme ça, pour pouvoir justement avoir le win-win et avoir une négociation donnant-donnant.
C'est super conseil. Vraiment, très bon conseil de méthode. Est-ce que tu dirais que ça... J'espère que ça ne va pas me revenir cher dans les prochaines levées de fonds. Imagine tes investisseurs qui écoutent ce podcast pour savoir comment négocier avec toi, le truc de fou. Ah là 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 là. Là, tu vas m'en vouloir. Absolument. Est-ce que ça, ce souvenir-là, chez Nexity, tu dirais que c'est ton meilleur souvenir de ces roadshows? Le plus drôle, donc oui. Le plus drôle, ok. Est-ce que tu as un pire rendez-vous? Honnêtement, pas vraiment. J'en ai eu plein, où j'ai dû des noms après, et du coup, j'avais l'impression de perdre un peu de temps. Mais vraiment, je ne me souviens pas d'éléments qui étaient négatifs, qui étaient désagréables, que je me suis fâché, ou vraiment aurait des questions très bizarres. Donc. J'adore cette question parce qu'en fait, la grande majeure partie des entrepreneurs qu'on a à ce micro se rappellent que des bons moments. Et c'est pas surprenant parce que c'est ça la mentalité d'entrepreneur. Absolument, oui, je pense aussi. Et je me suis posé cette question justement là en réfléchissant que est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas ou parce que mon cerveau les a effacés? Enfin, même pas, il les a pas perçus comme des mauvais moments. Ou s'en rappelle plus. Je pense presque que c'est la question de la perception. Parce que comme comme entrepreneur, tu es à la fois optimiste, à la fois un peu fou. Et souvent, tu vois les choses un peu plus en rose, avec le bon ou le mauvais qui vient avec. C'est sûr. Du coup, la question d'après, j'ai presque pas envie de la poser, mais je la poser quand même, parce que je l'aime bien. Normalement, c'est quoi tes red flags et tes green flags chez un investisseur? Mais du coup, on va parler peut-être essentiellement des green flags. C'est ce qui fait que tu vas signer avec quelqu'un. Tu l'as compris très vite, oui, en effet. C'est beaucoup plus simple pour moi de dire des green flags que des red flags. Green flag, pour moi, c'est avoir des entrepreneurs qui deviennent en fin de compte tes associés, tes partenaires, qui s'intéressent à ton business. Donc des investisseurs qui s'intéressent à ton business, vraiment. Absolument. Qui comprennent ta mission, qui comprennent pourquoi tu le fais pas, qu'est-ce que tu fais. Pas forcément même la technique, mais le pourquoi. Quelle est ta mission? Quel est ton souhait? Quelle est ta vision? Avec qui tu pourrais discuter du fond? Parce que la manière que tu le fais va forcément changer. Quand tu fais ton BP, tu es sûr que ce sera tout ce que tu veux, sauf ce que tu as écrit dans ton Excel. Et les investisseurs le savent. Et les investisseurs le savent. Et ils savent que probablement tu es un peu plus optimiste dans l'Excel même que dans ta tête. Et que dans ta tête, tu es déjà trop optimiste. Et c'est beaucoup plus simple quand vous êtes aligné sur la vision, sur les objectifs, que uniquement sur l'Excel. Donc, premier green flag, c'est d'avoir les gens avec qui on partage la vision. Deuxième, bien évidemment, c'est juste avec les gens avec qui tu as envie. Tu as envie de passer du temps, envie d'aller ensemble, codir, comité stratégique, comme peu importe, avec qui tu as envie de dîner, de poser des questions qui peuvent t'accompagner. Faire une marche en nature, je sais que c'est un truc. Et tu ne peux pas toujours l'avoir, mais au moins avoir une bonne partie de tes investisseurs comme ça, c'est cool. Ouais, c'est important. Parce que tu vas travailler avec eux. Tu vas passer beaucoup de temps avec eux et tu vas passer des difficultés avec eux, même si au moment de levée de fonds, tu es sûr que tout sera rose, ça ne le sera pas. Les red flags, c'est justement un peu le contraire, j'aurais dit. Quelqu'un qui est trop financier, qui regarde que le BP, je sais que ce que j'écris, peut-être je ferai mieux, peut-être je ferai pire, peut-être je ferai un peu plus long, plus vite. Si ce n'est que ça qui intéresse, je sais que ce sera difficile. Ouais, il ne vient pas pour les bonnes raisons. Je pense pas. Et je pense que pas que chez moi, de manière investissement, peut-être pas forcément la bonne raison. C'est très important, mais c'est pas suffisant. Et bien évidemment, si tu vois que quelqu'un est trop roulou, trop chiant, pose trop de questions, peut-être soit n'est pas sûr lui-même et du coup essaie de le overcompensate avec trop de contrôle, clairement, ça vaut pas le coup parce que ce serait trop difficile à gérer ensuite. Ouais, il va falloir pouvoir le gérer presque au quotidien. Ouais. Tu as une idée Est-ce que tu te rappelles le meilleur conseil qu'on t'a donné pendant cette phase? Il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Laisse-moi choisir. Ça peut être plus qu'un. Il y en a peut-être... Je vais te donner quelques exemples. Il y en a une question qu'on m'a posée, qui n'est pas un conseil, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'était posé par Daniel Habitant, qui est un entrepreneur lui-même. Et aujourd'hui, il s'occupe de Châteauforme, une belle boîte, mais il en fondé d'autres avant, qui était sur la bourse. Quelqu'un de bien talentueux, à mon avis. On s'est eu une fois avec lui et justement on se demandait s'il y aurait des synergies avec l'Anticafé. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu aurais fait si l'argent n'était pas une limite pour toi? Ce qui m'a marqué, c'est que j'avais vu cette question dans les livres, mais c'est une chose dans les livres, c'est une autre chose de venir quand ça vient de la part de quelqu'un qui vraiment, pour qui l'argent n'est pas trop une limite, au moins à mon échelle. Et ça m'a fait réfléchir et bizarrement, je n'ai pas eu la réponse à cette question. Les réponses que j'ai eues étaient quand même très limitée par ma réalité en ce moment-ci. Ah ouais, c'est évident. Et en même temps, elle
elle est géniale pour se projeter et se dire, OK, si demain j'ai 5 millions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ma boîte? Plutôt si tu as 100 000. Ouais, ou 100 millions, oui. C'est pas Effectivement, 100 oui, oui, 100. on est d'accord. 5 millions, c'est un truc, mais 100 millions, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Parce qu'en réalité, beaucoup de limites, on se pose nous-mêmes. Donc, essaie de sortir du cadre, essaie de réfléchir plus large. Ouais. Ça me l'a fait, ça m'a fait cet effet. Elle est géniale, cette question. Deuxième conseil qui ne vient pas d'entrepreneur, c'est... Quoique si, je l'ai vu dans un livre de Tony Fadell, Mhm. qui dit qu'il y a deux types de décisions, et la décision qu'on peut calculer, calculable, par exemple comme la marge, qu'est-ce que vaut mieux vendre, quel produit a plus grande marge, et d'autres qui sont absolument pas calculables parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement de complexité que tu as beau vouloir avoir tous les éléments, tu les auras pas. Donc ce sont des décisions plutôt d'intuition. Ouais. Et du coup, de se permettre, se baser parfois sur l'intuition au lieu de passer des mois, des années à essayer de tout calculer, de prendre les meilleures décisions, ce qui est impossible, Mhm. était aussi un très bon conseil que j'essaie d'appliquer plutôt récemment. Ouais, tu dis qu'aujourd'hui, tu serais plus à intuition, plus au gut feeling qu'avant? Plus qu'avant. Je pense, je l'étais avant Anticafé. Mhm. À l'Anticafé, quand j'ai pris beaucoup de responsabilités avec les investisseurs, avec grosse équipe, avec beaucoup d'engagement, des prêts, etc., j'ai commencé à être très, très mathématique, très, très Excel. Mm. Et j'ai vu les limites de cela. Et j'essaie de revenir maintenant un peu plus à l'équilibre entre les deux. Petite question comme ça. T'avais quel âge quand t'as créé l'Anticafé? J'avais 22 ans, je pense. On est d'accord, hein, t'étais vachement jeune. Ouais. Donc là, c'est juste que... Mais j'avais créé ma première boîte quand j'avais 17 ans. Mhm. Donc Mhm. j'étais vachement jeune et pour autant, j'avais déjà eu quelques expériences. On est d'accord. C'était déjà ma troisième, en fait. Ah ouais, c'est fou. Et aujourd'hui, t'as quel âge? 33. Donc voilà, aujourd'hui, à 33 ans, c'est presque l'âge de la maturité. Tu commences à te faire un peu plus confiance. Je pense, ouais. Et en même temps, tu peux. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie de communication avec ton équipe de com avant, pendant, après la levée pour être sûr que tout se passe bien? Pendant et avant, on essayait de donner les meilleures images à l'Anticafé, mais ce n'était pas lié à la levée de fonds. C'était une stratégie de marque. Pour nous, c'était important de créer une marque. Donc, on voulait toujours communiquer sur ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont les réussites, parfois quelles sont les difficultés. On avait toujours une stratégie de communication. Pendant la levée de fonds, bien évidemment, on est prêté un peu plus d'attention. Ok, vous l'amplifiez quand même. On était plus attentif. Ok. Pas qu'on l'amplifiait, on était juste plus attentif parce qu'on savait qu'il serait regardé un peu plus Ok. attentivement pendant cette période. Vous avez montré peut-être un peu moins de difficultés. Oui, éventuellement. Mais vraiment, ce n'était pas une stratégie de communication particulière pour le levée de fonds. C'était une stratégie de communication générale qui servait au levée de fonds. Ok. Nexity est venu parce qu'il connaissait la marque et plusieurs autres partenaires sont venus parce qu'ils voulaient investir à l'Anticafé et pas juste dans le coworking. Bien sûr. La marque était un asset en tant que tel. Exactement, tout à fait. Après le levée de fonds, bien évidemment, chaque fois, c'était un très bon prétexte de communication qu'on essaie d'utiliser au fond avec des RP, avec des entretiens, avec des communications dédiées, parlant de la stratégie, de qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, et ça reste un très bon prétexte de communication sur lequel on capitalisait. Oui, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Anticafé, vous avez fait beaucoup de médias. Hein. Vous êtes passé plusieurs fois dans TF1. Je me rappelle même avoir été interviewé dans un Anticafé par France Inter qui était venu. Le truc qui m'a fait le plus marrer à un moment donné, c'est quand il y a un nouveau entretien qui vient et la caméraman qui me dit « Ah bah tiens, je t'ai déjà vu, je t'ai déjà interviewé. » Ah, j'adore. Trop sympa. Aujourd'hui, tu nous annonces que tu viens de clôturer une nouvelle levée de fonds. Signée, pardon. Une nouvelle levée de fonds en précide, un petit précide pour Work & Go. Ça s'est passé comment? C'était simple, t'es repeat entrepreneur. Voilà, t'as déjà fait un succès. Comment ça s'est passé? Qui t'est allé voir ou qui est venu te voir? Bah justement, j'ai voulu le limiter uniquement aux proches, aux amis et aux anciens investisseurs. Et aujourd'hui, c'était beaucoup plus simple parce que je l'ai connu, parce qu'il savait ce dont on est capable. On connaît le secteur de coworking, donc je n'ai pas fait de roadshow, j'ai juste contacté quelques anciens investisseurs, quelques amis. Ils m'ont dit, bien évidemment, on veut te suivre. Je pense tous. Oui, je pense tous on dit ça. Certains m'ont dit que, tiens, j'ai un ami qui voudrait investir aussi, qui pourrait être une bonne valeur ajoutée pour vous. Et donc, comme ça, on a fait presque 2 fois plus qu'on avait pensé. Et c'était assez simple et très sympa, surtout. Ouais, c'est des expertises que tu es allé chercher, c'est ça?
avant tout. Des expertises, c'est des gens avec qui j'ai envie juste C'est de juste se voir plus souvent. un prétexte pour les voir plus souvent. Exactement. J'adore. Mais pour de vrai, blague à part. Ouais. Du coup, est-ce que tu as un shout-out, un remerciement à faire à plusieurs de tes investisseurs qui t'ont aidé sur la dernière levée de fonds et puis sur toutes les levées de fonds de l'Anticafé? C'est l'occasion d'en parler. À la fois, bien évidemment, tous les investisseurs qui nous suivent maintenant, et je les ai choisis vraiment parce que j'avais envie de passer du temps avec eux, mais surtout ceux dont je t'ai parlé au début, qui le Family Office, c'est Edouard et Grégoire Cardi, le père, le fils, et après l'ensemble de leur famille, parce que pour moi, ils sont devenus pas des investisseurs, mais des vrais associés, des amis qui m'ont beaucoup soutenu, y compris dans la période difficile, y compris pendant la Covid. Ça a été très, très important et je l'apprécie énormément. Ouais, effectivement, c'est dans les périodes difficiles qu'on voit qui est là pour nous. Exact. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune entrepreneur, de l'ESCP ou pas d'ailleurs, qui déciderait de se lancer, de faire sa première levée de fonds? C'est quoi le conseil number one? De se poser la question, est-ce qu'on veut être entrepreneur? Ok, d'accord. Bizarrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Et s'il y a 10 ans, je disais à tout le monde, allez-y, lancez. Aujourd'hui, je dis, réfléchissez si c'est vraiment la vie pour vous. Elle est géniale, je l'adore. Mais si ce n'est pas votre métier, ça va être infernal. Donc, considérez-le bien. Deuxième, c'est... souvent, j'ai l'impression que la levée de fonds est devenue l'objectif en soi. Ce ne l'est pas. C'est un moyen, c'est une étape. Et le travail commence une fois qu'on l'a closé. On peut prendre quelques heures, quelques jours de repos, mais le vrai travail commence juste après. Ça veut dire quoi exactement, ça? C'est intéressant. On utilise l'argent et là, on commence à construire. Encore une fois, très souvent, la levée de fonds est perçue, j'ai l'impression, comme un objectif en soi. Et ce ne l'est pas. C'est que quand on a l'argent, maintenant on commence à bâtir. Et bâtir, c'est beaucoup plus compliqué que d'écrire un Excel. Ah, j'adore. Donc, tu es en train de me dire, là, en fin de podcast, que c'est encore plus dur après la levée de fonds? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ok, presque une prochaine thématique pour un prochain podcast, tu vois. Let's find out what's after let's find out. Je me souviens de sentiments très bien que j'ai eu plusieurs fois quand tu closes une levée de fonds. Tu te sens un peu un roi de monde. Première fois, je me dis, c'est cool, génial, maintenant on va tout réussir, on va tout gagner, on a l'argent, on a réussi, super. Après, tu commences le travail, après tu vois que tout ne va pas exactement comme tu as prévu dans ton Excel, dans ton deck, et tu passes par les montagnes russes entrepreneurs classiques. Donc, deuxième fois, quand ce sentiment m'est arrivé de roi de monde, je me suis dit, profitons-en, je sais que ça ne va pas durer longtemps. Voilà, donc en gros, une demi-journée, une soirée de célébration. Allez, laissons 2-3 jours, soyons généreux. 2-3 jours de célébration, et puis après, on se relève les manches, et puis on retourne bosser hard. Absolument, et là, on commence à recruter, à structurer, à construire, et en réalité, à bosser. Tout le reste, ça a été la préparation pour cela. Ouais, la préparation du travail, c'est ça, la levée de fonds. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de se quitter, il y a un temps que j'adore. C'est 10 minutes, 10 questions. On va prendre un peu de distance par rapport à la levée de fonds. On va parler de toi. Allez. Donc, je te les livre, tu ne les connais pas. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi ta plus grande fierté? Bien évidemment d'être invité à ce podcast aujourd'hui. Arrête, t'es sérieux? Non, ma plus grande fierté, surtout avec l'Anticafé, et c'est quand même une grosse partie de ma vie, c'est les gens qu'on a pu accueillir. C'est qu'aujourd'hui, que je sois à la Station F, chez Galion, dans d'autres entrepreneuriales, j'ai l'impression qu'il y a au moins la moitié des entrepreneurs qui sont venus à un moment donné chez nous, et chaque fois, ils en gardent un bon souvenir. Chaque fois, ils me disent que merci beaucoup, on a passé un bon moment, on a rencontré quelqu'un, ça nous a aidés. Et en fin, on a eu littéralement 1 million de personnes qui sont passées par l'Anticafé en 10 ans. Et je sais qu'une grosse majorité d'eux, on leur a un tout petit peu aidé. On les a fait sourire. Peut-être leur a un tout petit peu amélioré leur journée. On leur a aidé dans leur galère. Un tout petit peu. Attends, le chocolat et le café étaient incroyables. T'avais le smile dès le début de la journée. Donc, Et ça, c'est la plus grande fierté, cet impact qu'on a pu avoir et aider les gens qui en font partie. Ouais. Merci pour ça. Hein. Nous, on a fait partie de ces millions de personnes et effectivement, c'était notre sourire du matin. On était ravis de venir. Merci. Question plus difficile pour toi. Deuxième question. Ton plus grand regret. Est-ce que tu as des choses que tu n'as pas eu le temps de faire, que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas faites? Je peux en avoir 2. Il y en a un. J'ai dû ouvrir un espace pendant la Covid qui aurait été un game changer, qui aurait été le plus grand, qui changeait le modèle.
Et ça a été un investissement très important pour nous à l'époque. C'était 1 million d'euros pour un espace. J'avais trouvé quasiment 900 sur 1 million. J'avais des BA qui étaient prêts à me soutenir pour le petit montant restant. Je n'ai pas réussi à convaincre tous les investisseurs, surtout les plus importants en termes d'investisseurs. Et je pouvais y aller, mais j'aurais mis la trésorerie presque à zéro de la boîte. C'était risqué, j'ai décidé de ne pas le faire. C'est la première fois où j'ai back-off. Et je ne suis pas sûr que ça a été une bonne décision. Ça a été dur, ça aurait été dur, mais je pense que ça nous aurait mis à une autre ligue. Et malgré tout, je pense que j'aurais trouvé des solutions après, même si je serais resté sans le cash. À ce moment-là, c'était difficile de prendre ce genre de décision. Parce que tu n'avais aucune idée quand ça allait rouvrir. C'était la troisième, je pense, troisième confinement. On est dans le business B2C, B2B, mais surtout avec l'accueil des gens. Les deux, B2C, B2B, tout l'accueil était par terre, genre fermé, zéro. Donc oui, ça a été hyper dur. Et pour une fois, j'ai pris une décision de sécurité et je le regrette un peu. Parce que ça va à l'encontre de ta mentalité, c'est ça? Et je pense que j'en serais sorti du coup... Grandi. Exactement. Ok. Et du coup, tu m'as dit que tu avais un deuxième regret? Oui, aussi. Je pense que j'avais la possibilité de vendre un petit café genre en 2017-2018. Et pareil, j'ai hésité. J'avais le feeling que ça aurait été un bon moment et que ça aurait que propulsé la boîte parce que je pourrais le faire en quelqu'un qui aurait plus de moyens encore pour continuer le développement. Et pareil, j'ai pas suivi mon instinct, j'ai suivi plus mon mathématique et le BP qui a fait que je pense qu'on n'est pas allé aussi vite. Enfin, pas nous, la boîte n'est pas allée aussi loin qu'elle aurait pu aller si je l'ai vendu en ce moment. Ça, c'est toujours très compliqué. Hein. Potentiellement, tu en parleras au micro d'un autre podcast qui est Cash Out de Thomas Benzazon, à qui je fais un petit coucou. Et effectivement, souvent, on a des entrepreneurs qui ont plusieurs propositions de rachat et puis pareil, ils ne prennent pas forcément la première parce que c'est trop tôt et parfois celle d'après est potentiellement moins intéressante. Et je me souviens, j'en ai discuté avec justement le VC qui venait de rentrer dans notre capital, avec le partenaire, genre 6 mois après l'investissement. Je pense que c'est un bon moment. Qu'est-ce que tu en penses? Et en réfléchissant ensemble, on s'est dit non, on va aller encore plus loin. Mais je pense que ça aurait été le meilleur moment possible pour la boîte. Ok, c'est intéressant. Quelle est la personne, le film, le bouquin, la musique, le manga qui t'inspire le plus? Ça change d'une période à l'autre. En ce moment? En ce moment, le livre que je suis en train de lire, et là, sur cette période courte, c'est un livre du fondateur de Patagonia. Je pense que beaucoup le connaissent. Ça s'appelle « Let Your People Go Surfing ». Et ça m'inspire beaucoup pour 2 raisons. Première, qu'il a réussi de construire une belle boîte, une très belle boîte, tout en respectant ses valeurs personnelles et surtout son style de vie. Pour lui, ça a été important de justement go surfing, faire de l'escalade, de voyager, de profiter. Il a réussi à le faire. Enfin, ne pas consacrer cela pour la boîte. Ah ouais, c'est quoi? On en parlait en off juste avant le début de ce podcast. Comment allier son équilibre vie pro et vie privée? Comment avoir une vie privée riche et en même temps une vie pro qui le soit également? C'est pas facile. Et lui, il a réussi à faire ça. Il a réussi à se faire. Et je trouve ça formidable. Il avait des convictions tellement fortes. Après aussi, il a fait un produit tellement bon qui était porteur, qu'il a réussi à lier. Et deuxième raison qu'il est aussi à cela, il avait une conviction liée à la nature, à la protection, qui me parle particulièrement parce que je vais lancer une boîte en green tech d'ici fin de l'année. Et je trouve ça formidable comment il a fait les deux. Donc, alors, en ce moment, ça m'inspire beaucoup. Ok, génial. Comment s'appelle le fondateur de Patagonia? Tu peux nous donner son prénom? Non. Question piège. Du coup, attends, c'est pas dans les questions, mais tu as monté une boîte en green tech, c'est quoi ça? Tu peux nous en dire 2 mots? Je veux monter d'ici fin de l'année un deuxième projet, en green tech, en captation et séquestration de CO2. Je suis en train de mener mes études. J'ai rencontré une boîte exceptionnelle sur le sujet hier. J'en suis preneur, tu m'en dirais plus. On en parle en off. Vous voulez savoir ce qui se passe en off? C'est les sujets hyper intéressants. Exceptionnel, mais j'ai une boîte de fou pour toi. J'en suis preneur. Vous voulez savoir? Allez sur Instagram et on vous en dira plus. Quelle est ta journée type aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et il n'y en avait quasiment jamais. Jamais? Non. T'es pas un mec de journée type? Justement, je reviens à cet ami Eric, mon avocat. Chaque fois qu'il m'appelle, il commence son appel par « Où es-tu aujourd'hui ?» J'adore. Mais c'est vrai. C'est vrai, moi aussi. C'est vrai. Souvent, c'est « Attends, j'entends les oiseaux. T'es en Bretagne, c'est ça ?» En Bretagne, à Paris, un peu partout, dans les cafés, dans le coworking, à la station F, chez quelqu'un, dans le parc, dans le sud. Là, j'ai passé 3 semaines en Indonésie, en télétravail. Donc oui, c'est
Enfin, la France, c'est le 4e pays où je vis. Mhm. J'adore ça. C'est pour ça que j'ai construit un petit café, parce que j'adorais travailler de manière nomade. C'est pour ça que je fais Work and Go, parce que j'adore maintenant travailler plus proche de la nature. Donc, il n'y a pas de journée type, en réalité, vraiment pas. Ok, pas de journée type. Hein. Essayez de choper Léonide partout en France et dans le monde. Un peu ça. Alors du coup, je voulais te demander qu'est-ce que tu fais le dimanche matin, mais je sais pas, qu'est-ce que tu kiffes faire le dimanche matin, tu vois? Ça dépend de ta définition de matin, mais normalement, j'aime bien un tout petit peu dormir. Du coup, tu n'as pas 3 enfants comme moi, donc tu peux le faire. Exactement. Et une fois que tu as... Cette chance que j'ai. Une fois que tu dors, une fois que tu as dormi, qu'est-ce que tu... Le dimanche après-midi, du coup, c'est quoi l'activité que tu adores? Honnêtement, j'ai pas de routine pour dimanche, mais ce que j'adore, et si j'arrive à le faire, je suis très très content, c'est passer du temps dans la nature avec des amis, à jouer, à faire du sport, faire du surf. Donc, si j'arrive à passer une dimanche dans la nature, avec le sport, vaut mieux encore, avec des proches, c'est parfait. Ok. Ce que tu as exactement fait le week-end dernier. Exactement. Mais t'as trop Tout à fait. Là, vous voulez savoir ce qui est fait le week-end dernier, n'est-ce pas? Ah, encore l'Instagram. Instagram, ça, tu nous diras si tu veux en parler. C'est quoi ta prochaine boîte? Alors, tu nous as déjà dit, donc Work and Go, on y est, nouvelle boîte. Vous faites du coworking dans les petites et moyennes villes en France. Exact. Le concept est exceptionnel. C'est, voilà, enfin, allez le découvrir. Moi, j'ai eu cette chance déjà. Merci. Donc après Work and Go, une boîte en green tech Oui. qu'on va co-construire ensemble presque. Ça, c'est assez intéressant dans la cadre de levée de fonds. Oui. Donc, j'ai dû communiquer dès le début à mes actionnaires que Work and Go, je fais tout le nécessaire pour le monter. Oui. On est 2 avec mon associé, donc on le fait ensemble. Mm-hmm. Mais je ne vais pas passer 100% de mon temps sur cette boîte dans les années qui viennent. J'ai ma stratégie, je sais comment je veux faire un exit, mais je le construis que je puisse la gérer en temps partiel. Ok. Parce que je veux lancer aussi un green tech entre-temps. Ok. Bien évidemment, je vais le faire pour ce qu'une boîte ne nuise pas à l'autre. Bien sûr. Mais c'était un peu particulier. J'ai perdu un investisseur à cause de ça, qui a dit que j'aime le projet, mais si c'est pas ton projet à 100%, je suis pas sûr. Ok. Bon, après, tu l'as joué franco, carte sur table, et au moins... C'est indispensable. C'est essentiel, hein, on n'en a pas parlé pendant le podcast en lui. Enfin, on est dans le podcast encore, mais pendant le cœur du podcast, mais effectivement, c'est essentiel qu'ils sachent effectivement quel va être ton investissement. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Un truc sur lequel tu n'es pas content? Si on parle des investissements et de l'entrepreneuriat en France... On peut parler de tout ce que tu veux. On va rester là-dessus quand même. J'ai tout le temps la frustration que la France manque de l'ambition. C'est vrai. Qu'il y a tout pour être, disons, les meilleurs, pour conquérir le monde sur plusieurs industries, mais l'approche que je veux le plus souvent, c'est le jeu safe. Vaut mieux que je gagne un tout petit peu, mais je limite mes risques. Je prends des risques, mais j'essaie de conquérir le monde. J'essaie de construire quelque chose d'exceptionnel. Il y a des gens comme ça, mais c'est rare. Ça a changé en 10 ans de l'anti-café, mais pas suffisamment. Je pense qu'on peut être plus ambitieux. On a tout pour cela. Et la France, c'est un pays que je trouve exceptionnel, qui est devenu ma deuxième maison. Et j'aimerais que ça le reste pendant des dizaines, des centaines d'années. Et pour ça, il faut préserver cette ambition. Donc, il a prévu de vivre pendant centaines d'années. C'est ça, sa prochaine boîte après la Green Tech. Non, mais au-delà de ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. On a cet écosystème startup qui vient nourrir l'ambition, la vision de la France, de la façon dont elle peut effectivement jouer un rôle dans le monde. Et c'est important que ce soit encore plus le cas en voyant beaucoup plus grand, c'est surtout ça, hein. Ça revient un peu à la question de ton entrepreneur que tu citais tout à l'heure, qui est, OK, si on te donne 100 millions, si on te donne 1 milliard, si on te donne 10 milliards, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Et en France, cette question-là, on se la pose potentiellement pas suffisamment. Et c'est plus de côté des investisseurs, j'ai l'impression qu'ils préfèrent jouer un peu plus safe que de côté des entrepreneurs. Mais du coup, les entrepreneurs s'y adaptent ou partent aux US. Ouais, et donc ça, c'est aussi une des causes de ce départ international. Est-ce que tu as une bucket list? Je suis sûr que tu as une bucket list. Il n'est pas écrit, mais oui, bien sûr. Ouais, d'accord. J'ai toujours des idées que je veux faire. Ok, c'est quoi les idées les plus folles que tu veux faire dans les 2-3 prochaines années? Je ne sais pas si c'est les plus folles, mais ceux dont j'ai envie et que j'essaie de commencer à réaliser. J'ai envie de partir pour un mois à Tibet. De faire du coup un rando dans les montagnes, rencontrer les gens, apprendre un peu de leur culture. Et j'espère le faire relativement rapidement. Ok. Il paraît que le beurre de yak, il faut absolument tester. Ok, je t'en amène un peu. Voilà. Ouais, c'est ça. Il paraît qu'il y a une sorte de café avec du beurre de yak, c'est une tuerie. Ah ouais, j'ai goûté du thé au beurre, mais plutôt à Nantes.
oui, c'est une tuerie, mais parce que c'est tellement surprenant. Que tu peux mourir. C'est une tuerie dans ce sens-là. Ouais. Ok. Si tu devais changer le monde, mais du coup, tu nous as déjà parlé potentiellement de ta green tech, mais qu'est-ce que tu as envie de faire pour changer le monde à ton échelle ou à grande échelle? Quand même, il y a un truc personnel qui me touche, que j'aurais bien aimé terminer la guerre. Ouais, on est d'accord. Ça fait partie de mon quotidien. Il y a une association que je préside, il y a beaucoup de gens qui y œuvrent. Et... C'est Ensemble Ukraine. Exactement. Et de manière générale, j'aurais bien aimé, c'est plus philosophique, que les gens soient un peu plus collaboratifs et plutôt essayer de construire ensemble et travailler ensemble au lieu de se créer des barrières, se tirer et justement tirer dans différents sens. Oui. On a beaucoup plus à gagner à travailler ensemble à l'échelle globale, entre les pays, entre les gens, qu'encore une fois rester dans son coin et essayer de tuer d'une manière ou de l'autre les autres. Ouais, ça c'est certain. Léonide, une dernière question, toute dernière question à te poser. Vas-y. J'étais ravi de t'accueillir sur ce podcast. Je suis sûr, chers auditeurs, que vous avez également pris beaucoup de plaisir. Pareil pour moi, merci beaucoup, c'est absolument partagé. Est-ce que tu as des amis, des potes entrepreneurs qui ont fait des levées de fonds et que tu as envie d'écouter? Écoute, ce que j'ai envie d'écouter, je pense que je leur ai déjà bien parlé. Par contre, pour toi et pour tes écouteurs... Ouais, moi j'ai envie de les entendre. Il y a des gars, tu connais la boîte Epicure? Donc Guillaume et Cédric, j'adore ce qu'ils ont fait, j'adore la boîte, ça reste dans le green tech. En plus, ce qui est intéressant, c'est dans l'industrie, donc quelque chose quand même très atypique pour les startups. Ils ont trouvé un très bon financement, ils font un très bon produit, ils ont construit une nouvelle usine. Wow. Je pense que ça peut être très intéressant d'apprendre leur histoire. Ouais, je suis certain. On va leur envoyer un petit message tout de suite. Merci encore une fois, Léonide, pour cet échange. Ravi d'avoir passé ce temps-là ensemble. Merci à toi et j'espère vraiment que ça a été intéressant. C'était très sympa, merci. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez pris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Parlez-en autour de vous, donnez-nous 5 étoiles et mettez-nous un super commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir les coulisses de ce podcast et échanger avec nous. Il me reste à vous dire à très bientôt sur Let's Find Out.